Dans cette maison, j'avais interviewé la dernière fois Patrice Lumumba. C'est dans la propriété voisine que nous avons rencontré M. Iléo, Premier ministre, son successeur. Que pense-t-il, lui, de l'assassinat de celui qu'il remplace? Comme j'ai déclaré dans une allocution que j'ai faite à la fin de la préconférence, j'ai bien dit que mon gouvernement reprouve tous les actes de barbarisme, reprouve la violence. Et il faut absolument que les gens dans ce pays sachent que le respect de la personne humaine est un élément important pour l'ordre et la prospérité d'un peuple. Et je crois que la grande majorité des gens ont regretté cette mort tragique, car on aurait pu l'éviter et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire. Un autre élément nouveau à Léopoldville, les chantiers que le gouvernement a créés pour tenter de lutter contre le chômage. Mais le chômage n'est que la conséquence du chaos, il cessera avec lui. C'est ce qu'on tente d'expliquer au peuple qui s'énerve. Alors il faut trouver un responsable, c'est fait, pour tout le monde, c'est l'ONU. Écoutez M. Kasavubu, président de la République. Nous n'attaquons pas l'ONU en soi, parce que si vraiment il voulait être respecté comme l'ONU, il aurait pu suivre la ligne de conduite de l'ONU. Du moment qu'il ne suit plus la ligne de conduite de l'ONU, dans ces principes, nous ne les considérons plus comme l'ONU. Nous voyons seulement qu'une puissance étrangère est venue chez nous pour nous attaquer. Alors là, nous répondrons par la force, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur, disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba était déplacée, dirons-nous? Complètement déplacée. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France, à l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question, mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien. C'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo, et non pas le Congo lui-même. C'est probablement ainsi qu'est mort Patrice Lumumba, ou tout au moins c'est ce qui lui est arrivé avant de mourir. Son pouvoir de fascination qui lui avait permis de transformer en lumumbistes tous les gardiens de prison du territoire de Léopoldville n'a pas joué au Katanga. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo ex-belge, est mort donc officiellement quelque part en brousse, comme l'affirme son acte de décès. Qu'y a-t-il de changé au Congo après cette mort? C'est ce que nous avons tenté d'éclaircir. En guise de raison funèbre, voici tout d'abord le jugement de l'homme de la rue du Katanga. Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba? Lumumba est mort comme tout le monde. Hein. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce Lumumba-là, il a fait beaucoup de morts à Luabour, partout au Congo. Pour moi, je ne regrette pas. Je m'attendais à cette question-là, mais vous comprenez bien que je ne vais pas y répondre. Oui, mais à votre avis, c'est une bonne, mauvaise chose, regrettable ou non? Je ne peux pas, je ne peux rien dire. Je suis étranger ici. Comment ça, vous êtes étranger ici? Ben oui, je suis belge, enfin, je suis tout de même étranger dans ce pays. De la mort de Patrice Lumumba, je ne pense rien du tout. C'est un crapuleux de la première catégorie. Il était intéressant aussi de connaître l'opinion de M. Tshumbe, président de l'État autonome du Katanga où Lumumba a été assassiné. La voici recueillie par nos confrères de la télévision belge. Quelles sont les raisons, Monsieur le Président, de votre opposition à une commission internationale d'enquête au sujet de la mort de Patrice Lumumba? Le Katanga, c'est un pays indépendant, il est souverain. Donc, jamais dans l'histoire des Nations Unies, n'est-ce pas, ils ont fait l'enquête dans aucun cas pour la mort des leaders. Aux Nations Unies, la délégation soviétique a présenté un projet très dur à la fois pour la Belgique et aussi pour le Katanga, et singulièrement pour votre personne. On a même parlé de votre arrestation. Votre avis? Eh bien, moi, n'est-ce pas, j'attends ça à pied ferme. Voilà pour le Katanga. 2000 kilomètres séparent Elisabethville de Léopoldville,
capitale officielle de la République du Congo. Une équipe de 5 colonnes s'y est rendue pour la 3e fois en moins de 6 mois. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était en octobre. Les grues du port étaient déjà immobiles. Elles le sont toujours. Par contre, l'atmosphère de la ville a changé. Une activité règne superficiellement. Le calme et la tranquillité sont apparents. Les Européens n'ont plus peur, mais ils ont définitivement renoncé à comprendre et même à critiquer. Ils ont découvert le fatalisme avec une surprenante facilité. Des Belges sont revenus, les femmes sont rentrées, les enfants jouent dans les parcs. Si la mort de Lumumba a laissé la population blanche apparemment indifférente, la population noire, elle, vit dans l'anxiété. Un Français habitant à Léopoldville nous donne à ce sujet son explication. Ils sont 350 000 ici à Léopoldville. Sur 350 000, il y a au maximum, à mon avis, c'est une bonne proportion, 500 tueurs. Autrement dit, des hommes capables de lancer un poignard dans le dos de quelqu'un. Mais ces 500 personnes suffisent à terroriser complètement toute la population. Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment. Mais cette fois-ci, il n'a accepté de se laisser interviewer qu'à la condition de sortir de la ville. Il avait peur. Alors, Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Hein, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les lumumbistes alors? Avec les lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe les bras, le lendemain, on coupe les jambes. On les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors, on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Dans cette maison, j'avais interviewé la dernière fois Patrice Lumumba. C'est dans la propriété voisine que nous avons rencontré M. Iléo, Premier ministre, son successeur. Que pense-t-il, lui, de l'assassinat de celui qu'il remplace? Comme j'ai déclaré dans une allocution que j'ai faite à la fin de la préconférence, j'ai bien dit que mon gouvernement reprouve tous les actes de barbarisme, reprouve la violence. Et il faut absolument que les gens dans ce pays sachent que le respect de la personne humaine est un élément important pour l'ordre et la prospérité d'un peuple. Et je crois que la grande majorité des gens ont regretté cette mort tragique, car on aurait pu l'éviter et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire. Un autre élément nouveau à Léopoldville, les chantiers que le gouvernement a créés pour tenter de lutter contre le chômage. Mais le chômage n'est que la conséquence du chaos, il cessera avec lui. C'est ce qu'on tente d'expliquer au peuple qui s'énerve. Alors il faut trouver un responsable, c'est fait. Pour tout le monde, c'est l'ONU. Écoutez M. Kasavubu, président de la République. Nous n'attaquons pas l'ONU en soi, parce que si vraiment il voulait être respecté comme l'ONU, il aurait pu suivre la ligne de conduite de l'ONU. Du moment qu'il ne suit plus la ligne de conduite de l'ONU, dans ces principes, nous les considérons plus comme l'ONU. Nous voyons seulement qu'une puissance étrangère est venue chez nous pour nous attaquer. Alors là, nous répondrons par la force. Il n'y a rien à faire. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur, disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba était déplacée, dirons-nous? Complètement déplacée. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France. À l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas, ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question, mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien.
c'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo, et non pas le Congo lui-même. Vous l'avez constaté. Voilà pour Léopoldville, siège de ceux qu'on appelle au Congo les mous. Les durs se trouvent à Bakwanga, capitale de l'État autonome du Sud Kasaï, où vit la tribu des Baluba avec son chef, M. Kalanji. Nous y sommes allés. Ici ont été massacrés 7 émissaires du gouvernement central accusés de lumumbisme. Ici, on se remet à peine d'une famine effroyable qui décima récemment les Baluba. Malgré l'aide de l'ONU, aujourd'hui encore, il suffit de s'aventurer à 30 km de Bakwanga pour rapporter des images de cauchemar. Spectacle saisissant. À quelques centaines de mètres de cet enfer, derrière les barbelés qui l'isolent comme un monde à part, la forme minière continue imperturbablement à produire ses diamants comme si rien n'était. La forme minière, c'est-à-dire 60% de la production mondiale. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête? M. Kalonji, l'homme dur du Congo, utilise cette richesse pour asseoir son autorité qu'il veut absolue. Il n'aime pas qu'on lui parle des exécutions sommaires qui ont eu lieu dans son État. Nous avons pris les précautions pour nous montrer civilisés dans nos actes. C'est ainsi que le tribunal des chefs coutumiers que j'ai institué depuis le 10 septembre 1960 a été convoqué en séance extraordinaire et a condamné de la manière la plus régulière possible tous ces messieurs. Et du reste, notre substitut du procureur d'État a produit un constat de mort de ces condamnés à mort et un jugement avec référence au code pénal que les Belges nous ont laissé et que nous appliquons dans mon État en attendant son abrogation progressive. Et M. Dayal, qui avait cru me posséder, a été rassié et remis à sa petite place directement par mon ministre de la Justice, qui lui a fait transmettre d'urgence par l'intermédiaire de M. Lavallée, que j'ai convoqué de Luluabourg et qui est le représentant de l'ONU au Kasaï. Je lui ai donné toutes les copies de jugement et le monsieur a eu tout de suite sa bouche fermée. Dans le parc de M. Kalonji, des Baluba dansent et chantent. Leur chant explique après coup ce qu'ils auraient aimé faire à Lumumba, l'ennemi de leur chef. D'autres s'en sont chargés avant eux. Mais c'est dans la salle à manger qu'on trouve, sous la forme d'un tableau, l'expression de la préoccupation essentielle de Kalonji. Prendre sa revanche sur les Luluas, tribu voisine, ennemi traditionnel, qui attaqua sauvagement son peuple l'an dernier. Il a besoin pour cela d'une armée. Elle existe maintenant. À la tête de cette armée, un Français, M. Gillet, devenu colonel. Mon colonel, vous êtes français, je crois. Hein? Oui, je suis français. Et comment diable vous retrouvez-vous dans le sud Kasaï? Eh bien, voyez-vous, je m'étais installé en province orientale sur les bords du lac Albert, où je faisais la chasse à titre professionnel, organisation de safari et guide de chasse, si vous voulez, qui est un métier passionnant. Et comme tout ça a été fichu en l'air en quelques heures par les soldats révoltés de Lumumba, je n'ai trouvé mon salut que dans une fuite éperdue après pas mal d'avatars. Je suis arrivé en Ouganda et en Ouganda, j'ai considéré que mon devoir n'était pas de rester inactif, mais d'essayer d'aider un de ces États qui cherchait son indépendance, et j'ai été me mettre au service du président Kalonji. Mais dans ce sud Kasaï, qui ne pense qu'au combat et s'organise en conséquence, voici le pire. Ces gosses qui ont évolué devant nous pendant des heures ont entre 8 et 12 ans. De la civilisation blanche, ils n'ont retenu que cela. Chargez! Arme! Attention! 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 Calme!
En place. Allez, ça va tourner, il me semble. Ici, c'est le colonel. Ah bon? C'est le colonel? Oui, c'est bien. C'est le Ah bon. capitaine. C'est vous le capitaine? Oui, monsieur. Mais c'est vous qui lui avez appris à faire les manœuvres? Oui, monsieur. Oui? Oui, c'est moi. Et qui vous l'a appris à vous? C'est moi-même. Oui? Oui, c'est moi-même que j'ai fait personnel. Et ce fusil que vous avez là, qu'est-ce qui l'a fait? C'est moi qui ai fait. Et les fusils qu'ont tous les autres enfants? C'est moi encore qui ai fait. Et il fait ça tout seul? Oui, monsieur. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? C'est dangereux. C'est dangereux? Ah oui, monsieur. Oui? C'est dangereux. Si vous voulez vous tirer, tu seras mort. On peut tuer quelqu'un avec ça? Ah oui. Trois République de Lumumba là. Vous avez tué déjà trois Oui, hommes de Lumumba? trois hommes de Nous étions Lumumba. présents avec ça. Avec ça? Oui. Et les enfants aussi, non? Pas les enfants quand même. Non, pas les enfants, c'est Hein? nous six personnes. hein. Mais vous avez quel âge, vous? J'ai 17 ans maintenant. 17 ans maintenant? Moi j'ai 15 ans maintenant. 15 ans, vous? Oui. À gauche! Gauche! 1, 2, 3, 1. Station del tour. Dans l'autre état dur du Congo, le Katanga, une autre armée s'organise qui a déjà fait parler d'elle. C'est celle-là même que devait rejoindre ses sourcils le colonel Trinquier. Il y a 15 jours, nos amis Goulard et Félix de la télévision belge ont pu filmer l'extraordinaire document que vous allez voir maintenant. La bataille de l'Ouena, qui a fait l'objet d'un rapport spécial aux Nations Unies. Raoul Goulard, témoin et reporter, commande ces images. L'objectif, d'abord l'Ouena et 30 km plus loin, Bukama. 200 guerriers sont prêts à partir pour la première phase de l'offensive. Un groupe mobile de volontaires katangais part tout d'abord en reconnaissance. Vous dirigez cette seconde colonne qui se dirige vers l'Ouena. Quel est le but de l'opération? Le but de l'opération est tout simplement de dégager le rail. Les Baluba se sont emparés de localités autour du rail. Le but de l'opération n'est pas offensif, tout simplement de dégager le rail et la route. Vous avez de gros moyens mis en œuvre? De très gros moyens. Un gros paquet. Hier, je crois que dans la première colonne, il y avait ce que l'on appelle communément les affreux. Qu'est-ce donc que ces affreux? Les affreux, c'est un terme qu'eux-mêmes ont inventé, ça leur plaît très bien. Dans les affreux, il y a des gens très bien, comme partout. Il y en a des mauvais, les mauvais ont été renvoyés. Y a-t-il beaucoup d'affreux? Il en reste très peu. Départ vers l'Ouena. La première étape sera Mukula-Kulu, en pleine région Baluba. Nous sommes partis avec un colonel katangais pressé d'arriver avant la nuit. Nous étions 4. 2 militaires armés de mitraillettes, Félix d'une caméra et votre serviteur d'un crayon à billes. Nous étions les premiers civils à prendre la route de l'Ouena depuis 4 mois. Nous avons foncé à du 80 km à l'heure dans la brousse hostile. Rencontre avec des policiers katangais qui gardaient un pont. Au-delà du pont, pas de secours possible. 20 km pendant lesquels nous n'avons pas dit un mot. Le regard braqué sur la brousse, à gauche et à droite de la route. 20 km qui en faisaient bien 100. Nous sommes arrivés sains et saufs à Mukula-Kulu vers 18 h. Le soir tombait. Les soldats étaient en train de mettre le feu aux cases. C'est un spectacle que nous retrouverons à l'Ouena et à Bukana. En incendiant les villages, on oblige les rebelles à demander grâce, car dans la brousse, sans abri, sans vivres, la vie est impossible plus de quelques jours. Quant au butin, y compris les rares femmes restées dans le village, il appartient aux vainqueurs.
nous sommes repartis en hélicoptère en direction de Luena. La garnison que nous trouvions au cours d'une brève étape à Kabondo Dianda était sur le qui-vive. Une vingtaine d'Européens ont abandonné le village depuis plus de 3 mois et les quelques rares habitants indigènes logent dans un curieux bidonville fait de tôles ondulées et de balles de coton. Nous reprenons une nouvelle fois le chemin de Luena et en route nous croisons d'importantes colonnes de ravitaillement. Dans cette région, le groupe mobile venu de Kamina progressant vers Bukama, a pu faire la jonction avec l'armée katangaise venant de Lubudi. À l'arrivée à Luena, nous comptons près d'1 millier d'hommes blancs et noirs et un important matériel blindé. Un hélicoptère a ramené d'un poste Balouba avancé une vieille femme qui a eu la mâchoire emportée par une rafale de mitraillettes. Mais l'heure de l'offensive finale a sonné. Guidé par radio, un important détachement katangais, armé de canons de 75 sans recul, de mortiers et de mitrailleuses lourdes, va procéder à l'attaque du réseau retranché de Bukama. Au-delà de Bukama, c'est le pont de chemin de fer sur le fleuve Lualaba qu'il faut libérer. À l'issue de la bataille, on découvre d'atroces souvenirs de cruauté récentes. Dans certains cas, on a coupé les pieds et les jambes et enfoncé des sticks. On a obligé les victimes à marcher ainsi. Certains cadavres portent des traces de cannibalisme. La route de Kamina est de nouveau ouverte.